Bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis le professeur Anne Goffard, je suis médecin au CHU de Lille, je suis virologue et donc effectivement professeur de virologie à la faculté de pharmacie. Et donc depuis 2013, j'ai intégré une équipe de recherche en virologie moléculaire et cellulaire avec un groupe qu'on a créé à cette époque, en 2013, sur l'étude des coronavirus. Alors à l'époque, on n'envisageait pas du tout d'émergence d'un coronavirus tel qu'on est en train de la vivre, mais ça nous a permis quand même d'avoir des compétences particulières pour aborder ce sujet. Alors, je ne connais pas très bien le niveau des auditeurs et des auditrices en virologie, donc je me suis permise de reposer les bases et d'organiser ma présentation en deux parties. Donc, d'abord, on va poser les bases sur le SARS-2 et les coronavirus. Et après, j'aurai une partie plutôt virologie avec les 5 scénarios qui sont actuellement envisagés d'évolution du SARS-2 par les virologues. Et ça fait assez consensus actuellement dans la communauté internationale des virologues, ces 5 scénarios. Et puis après, je me suis comme vous êtes spécialisé dans les maladies inflammatoires et maladies inflammatoires chroniques, j'ai voulu vous partager quelques informations qui commencent à sortir sur les interactions entre les protéines virales et cellulaires, et donc pour essayer de comprendre pourquoi ce SARS-CoV-2 et ce Covid donnent les signes cliniques qu'on observe actuellement. Alors pour commencer, voilà, la famille des coronavirus est une très grande famille de virus présents à la fois chez les animaux et chez les humains. En gros, on distingue deux catégories de coronavirus. Les gamma et les delta coronavirus qui sont sur la partie droite de l'arbre, qui sont présents exclusivement chez les oiseaux et chez les serpents. Et puis, de l'autre côté, les alpha et les bêta coronavirus qui sont présents chez l'ensemble des mammifères. Alors, je dis bien l'ensemble des mammifères, c'est-à-dire qu'il y en a chez les chats, chez les chiens, il y en a chez les mammifères domestiques, donc les moutons, les chèvres, les vaches, tout ça. Il y en a chez les mammifères sauvages. Il y en a, par exemple, quand on en cherche, on en trouve chez les baleines, on en a trouvé chez les belugas, on en trouve voilà, chez tous les mammifères chez lesquels on en cherche, on finit par en trouver. Et le grand réservoir chez les mammifères, c'est principalement les chauves-souris. Maintenant, pour revenir chez les humains, finalement, les coronavirus chez les humains, c'est quand même des maladies qu'on connaît déjà, puisqu'il y a des coronavirus qu'on appelle peu pathogènes. Vous voyez sur la diapo, je vous ai cité leur nom, avec les alpha et les bêta coronavirus. Alors, c'est des noms de code, mais c'est des peu pathogènes parce que voilà, ils donnent des rhumes, des infections pas très graves chez les sujets immunocompétents à l'automne et en hiver, qu'on connaît depuis les années 60 et qui sont endémiques chez l'homme probablement depuis le 19e siècle. Et puis des coronavirus hautement pathogènes, vous en connaissiez déjà deux, qui sont des bêta-coronavirus, le SARS-CoV-1, qui avait émergé en Chine en 2002-2003 et qui avait donné une petite épidémie de quand même 8000 personnes atteintes. Le MERS-CoV qui a émergé chez l'humain en 2012 et qui circule encore actuellement dans la péninsule arabique, et donc le SARS-CoV-2 qui est apparu en 2019. Alors, les coronavirus, donc tous les coronavirus, ils ont cet aspect de particules virales que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive. C'est une particule virale qui mesure environ 91 nanomètres, c'est très précis, hein, c'est un tout petit virus, et c'est un virus enveloppé avec à sa surface cette enveloppe qui est constituée d'une bicouche lipidique dans laquelle sont enchâssées des protéines virales, notamment la protéine Spike, dont vous avez tous entendu parler parce que nous sommes vaccinés contre le vaccin permet de produire des anticorps contre la Spike. Voilà, donc ça, j'aurais besoin de cette structure de la particule virale un petit peu plus tard dans la présentation, donc c'est pour ça que je me permettais de vous le présenter. Et donc, à côté de la Spike, il y a d'autres protéines de structure, la protéine d'enveloppe, E, la protéine de membrane qu'on dit M. Il y a la nucléocapside qui vient enrober l'ARN génomique et qui est constituée d'une protéine qu'on appelle la protéine N pour nucléocapside. Alors, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de la présentation. Et donc, je voulais juste vous replacer très, très largement, je ne vais pas rentrer dans les détails du schéma du cycle de réplication, mais simplement vous expliquer que
Il y a deux, alors je vais peut-être prendre le pointeur qui est là, voilà. Il y a deux voies d'entrée des coronavirus dans les cellules. Une voie d'entrée ici par fusion directement à la membrane plasmique et une voie d'entrée par endocytose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez entendu parler d'une histoire qui s'appelait l'hydroxychloroquine, je pense. Et l'hydroxychloroquine, ça agit sur le pH des endosomes. Donc, ça pouvait effectivement, et in vitro, c'est effectivement une molécule qui marche très très bien pour inhiber la réplication, inhiber l'infection par les coronavirus. Sauf que in vivo, chez les humains, et chez les autres mammifères d'ailleurs, 80% de l'entrée virale se fait par fusion à la membrane. Et donc, quand on inhibe la voie endosomale, bah, finalement, on a très peu d'effets. C'est la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine ne marche pas. Donc, nous, quand la polémique a démarré, nous, les coronavirologues, on savait déjà que ça risquait de ne pas marcher. Mais bon, on ne nous a pas trop demandé notre avis, donc on ne l'a pas donné. Donc, une fois que le virus est rentré, la réplication virale a lieu et la multiplication virale a lieu uniquement dans le cytoplasme. Tout se passe dans le cytoplasme de la cellule infectée. Il y a de grandes modifications de la cellule infectée avec la création de tout un réseau de vésicules dans lesquelles le génome se réplique. Et puis, il y a la synthèse des protéines virales qui se fait dans le cytoplasme, l'assemblage de la nouvelle particule virale qui va maturer en migrant à travers le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, et après la sortie qui se fait par bourgeonnement à travers la membrane plasmique. Il y a des études qui montrent que Omicron, par exemple, a la capacité aussi de passer de cellule à cellule par les lésions, par comment on dit, les interactions cellulaires, là, par les lipidrafts, etc., et qui passent de cellule à cellule sans ressortir directement de la cellule. Donc ça, c'est une particularité d'Omicron qu'on n'avait pas observée jusqu'à maintenant sur les autres variants du SARS-CoV-2. Alors, le génome viral, pour nous, c'est un très gros génome viral. Il est constitué de 30 000 bases. Ça va vous faire rire, vous, si vous faites du génome humain, parce que ce n'est pas beaucoup pour vous. Mais voilà, nous, c'est un ARN simple brun. C'est un des plus gros virus à ARN qui infecte les humains. Il a toutes les caractéristiques d'un ARN messager, puisqu'il a une cape en 5' et une queue polia, type de structure que vous connaissez bien. L'organisation du génome viral, il y a 2/3 du génome viral qui est constitué des ORF 1A et 1B qui sont uniquement dédiés au mécanisme de réplication avec du génome viral. Donc, vous voyez, c'est énorme, avec à la fois l'enzyme NSP12, là, qui est la polymérase virale, mais il y a aussi la NSP13 qui permet de corriger les erreurs un petit peu dans les mécanismes de réplication. Et tout le reste de ces protéines qu'on dit des protéines non structurales, pour NSP, qui sont des protéines qui agissent dans la régulation. Il y en a beaucoup, on ne sait pas à quoi elles servent, et c'est des études qui sont en cours. Et le dernier tiers du génome viral est consacré à coder donc, les protéines de structure dont on a parlé tout à l'heure, la spike, la protéine d'enveloppe, de membrane et de nucléocapside, et d'autres ORF dont on ne sait pas très bien à quoi elles servent. Et en fait, grâce entre guillemets, à cette pandémie, eh ben, on est en train de comprendre à quoi servent ces ORF, et ce sera la deuxième partie de ma présentation dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, juste une diapo pour vous dire que d'où vient le SARS-CoV-2, très certainement, et maintenant on est quasiment tous d'accord dans la communauté des virologues pour dire qu'il vient des chauves-souris, puisque sa thème phylogénétique le montre bien, hein, il est très très proche d'un virus de chauve-souris qui avait été isolé en 2013 dans la région du Yunnan par l'équipe qui travaille à Wuhan dans le P4. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une émergence naturelle ou d'une fuite de laboratoire à partir de cette souche de chauve-souris qui avait été isolée en 2013? Ça, pour l'instant, on n'est pas capable de répondre, mais en tout cas, c'est bien un virus qui vient de la chauve-souris. S'il y a un autre intermédiaire, pour l'instant, on ne l'a pas identifié. Le pangolin n'est plus cette hypothèse. Alors, donc du coup, quels sont les scénarios d'évolution du SARS-2 qu'on attend? Je vais parler uniquement du SARS-2, j'oublie les autres. Voilà, et donc il y a 5 scénarios qui ont été proposés par des virologues que vous pourrez retrouver dans la publication qui est citée ici.
et qui fait consensus parmi les virologues maintenant. Donc, le premier scénario qu'il propose, c'est qu'aucun nouveau variant n'émerge. La publication date de novembre en 2021. Avec l'apparition d'Omicron, évidemment, on oublie ce scénario-là. Le scénario 2, il est déjà réalisé puisqu'il y a Omicron qui est apparu. C'était l'émergence d'un nouveau variant, soit par mutation, soit par recombinaison entre variants. Donc ça, voilà, c'est un scénario que nous vivons actuellement avec l'apparition d'Omicron. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer potentiellement dans les mois ou dans les années, je pense plutôt dans les années à venir? Première proposition, un risque, c'est des recombinaisons entre deux virus d'un même sous-type, donc de la même famille, de la famille des SARS. Et donc, la possibilité, c'est qu'il y ait des recombinaisons génomiques naturelles qui apparaissent entre le SARS-CoV-1, qui actuellement circule probablement dans la faune animale sauvage, mais qui n'infecte plus les humains, qu'on n'a plus jamais retrouvé chez les humains depuis 2004. Donc la grande crainte, ce serait que chez un autre animal qu'on ne connaît pas, il y ait des recombinaisons entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 qui donnerait finalement quelque chose qu'on appellerait le SARS-CoV-3 ou d'un autre nom, on verra si jamais malheureusement ça survient. Sachant que le SARS-CoV-2 est très contagieux et le SARS-CoV-1 était très virulent. Donc, et quand il circulait, quand il est apparu chez les humains, il n'avait pas eu le temps de s'atténuer comme le SARS-2 actuellement. Donc, ouais, ce serait plutôt une crainte parce que ça pourrait donner une maladie encore plus grave que ce qu'on vit actuellement. Scénario 3, donc, qui est possible. Scénario 4, recombinaison entre des coronavirus de sous-types différents, et parce que génétiquement un petit peu éloignés, et notamment, ce qu'on craint, c'est une recombinaison entre le MERS-CoV, qui circule actuellement à bas bruit dans la péninsule arabique, et le SARS-CoV-2, qui circule aussi chez des humains, et qui peut potentiellement circuler dans la péninsule arabique, et qui donnerait aussi un SARS-CoV, qu'on appellerait 3 ou 4, ou qui aurait un autre nom, mais un autre coronavirus, avec la létalité du MERS-CoV, qui est plus élevée que celle du SARS-2, et la transmissibilité du SARS-CoV-2, qui est aussi que j'ai plus à vous expliquer. Et enfin, cinquième scénario, dernier scénario, ce serait des recombinaisons entre des virus avec d'autres virus humains ou non humains. Ça me paraît un petit peu compliqué, d'autres, assez éloignés sur le plan génétique. Ça me paraît un petit peu compliqué parce que ça nécessiterait des échanges de génomes, de portions de génome, etc. Et donc, ça ne me paraît pas très jouable actuellement. Et la plupart des virologues qui rebondissent à partir de cette publication envisagent plutôt les scénarios 3 et 4 plutôt que le scénario 5. Alors, vous allez me dire, ça fout un peu la trouille, tout ça. Oui, ça fout un peu la trouille, mais ça veut bien dire qu'il faut continuer à travailler sur la vaccination, qu'il faut bien comprendre comment marche cette infection par le SARS-CoV-2, de façon à ce qu'on puisse être armé si jamais il y avait un nouveau corona qui émergeait par ces mécanismes de recombinaison, par exemple. Voilà, donc là, je ne vais pas plus loin sur ces aspects de virologie, je répondrai à votre question volontiers tout à l'heure, et je voulais un peu faire un focus sur les interactions qui sont étudiées entre des protéines virales et des protéines cellulaires. Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup des protéines non structurales, même si je vais un petit peu les évoquer. Je vais surtout vous parler ici des protéines structurales et de ce qu'on est en train de découvrir à la faveur de cette pandémie. Alors d'abord, il y a des interactions entre les protéines virales et les protéines cellulaires qui ont lieu et qui ont un impact sur la réponse immunitaire. Par exemple, vous savez que l'entrée virale, la particule virale, se fixe sur nos cellules humaines grâce à une structure cellulaire qui est ACE2. Et donc, c'est la glycoprotéine de surface spike qui va ici se fixer sur ACE2 et qui va permettre l'entrée virale. Ce qu'on a constaté, c'est que l'association ACE2 plus la glycoprotéine spike va stimuler après en intracellulaire, une fois que c'est rentré, la voie NF-kappa-B, qui permet la libération de cytokines pro-inflammatoires, type TNF-alpha, CCL2 par exemple, et qui va initier l'orage cytokinique dont on parle et qui est responsable de l'aggravation de la clinique chez certains patients. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décrit dans vous trouverez les références dans la revue qui est citée là, ici.
Et alors, ce qu'on a découvert aussi, autant les interactions entre Spike et ACE2 étaient connues déjà pour d'autres coronavirus. Par contre, ce qu'on a pu mettre en évidence grâce aux recherches sur le SARS-2, c'est que ORF3, plus exactement la sous-unité ORF3A, active aussi les voies pro-inflammatoires en augmentant la production de serpine 1 et de fin 1, et donc va aussi participer à cet orage cytokinique. Et enfin, une autre protéine virale, l'ORF8, ça c'était connu déjà pour d'autres coronavirus, notamment pour le SARS et pour un coronavirus peu pathogène qui est OC43, va interagir avec les voies de l'interféron type 1 et type 3 pour inhiber la réponse interféron, mécanisme classique d'extinction de la réponse immunitaire chez les virus. Donc, il y a des interactions entre des protéines virales et des protéines cellulaires qui vont avoir un impact direct sur la réponse immunitaire de façon à ce que l'infection puisse se développer. Ce qu'on constate aussi, et ça c'est la grande découverte du SARS-2, c'est que pour la première fois, enfin non pas pour la première fois parce que ça a été décrit pour l'hépatite C aussi, le SARS-CoV-2 perturbe l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol. Donc vous pourrez aller lire les publications qui sont ici mentionnées. Il y a une augmentation de la biosynthèse du cholestérol. Pour l'instant, la seule protéine virale qui a été décrite comme impliquée dans cette biosynthèse du cholestérol, c'est la protéine NSP6. Et l'augmentation de la biosynthèse du cholestérol permettrait de diminuer les capacités d'infection du SARS-CoV-2. Donc, il y a des interactions entre NSP6 et les voies de production du cholestérol. Ce n'est pas encore bien clair tout ça. Ça nécessite encore des études. Mais pour tout vous dire, ces études n'avaient jamais été faites pour les coronavirus. D'abord parce que des coronavirus qui interagissent avec le cholestérol, ça ne s'était jamais vu. Et de deux, nous, on est virologues, on n'est pas du tout spécialiste du métabolisme des lipides, donc ce n'était pas le genre de choses qu'on allait étudier. De même, il y a des protéines virales, NSP1 et ORF3, qui vont augmenter la production d'une apolipoprotéine, l'ApoB. Alors, qu'est-ce que ça fait sur le métabolisme des lipides? Moi, je ne suis pas capable de vous le dire, mais c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, des biologistes cellulaires, des biochimistes et autres commencent à étudier et qui vont nous permettre peut-être de comprendre comment le SARS-CoV-2 interagit avec les maladies inflammatoires chroniques dont vous êtes les spécialistes. Voilà, alors tout ça, c'était juste, voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant, parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, aucun coronavirus ne donnait cette maladie inflammatoire, enfin, plus exactement, aucun coronavirus n'interagissait de cette façon avec les mécanismes de l'hémostase, les métabolismes des lipides, etc. Donc, c'est pour nous une grande découverte et ça nécessite des collaborations avec des chercheurs qui sont spécialistes de ces maladies inflammatoires chroniques parce que nous, virologues, ben, c'est juste pas notre métier, quoi. Donc, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je ne dis pas que c'est avec moi qu'il faut que vous travaillez, mais il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à trouver, il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas, et on compte un petit peu sur vous pour nous filer un coup de main. Voilà, sur ce, Merci. pour les questions. Merci beaucoup, Anne. C'était... Arrêtez le partage, voilà. Bah, merci beaucoup, Anne. C'était extrêmement clair et c'était vraiment, ça a remis un goût du jour. Moi, je retiens l'enterrement d'hydroxychloroquine, qui était mort-né, on va dire, la réhabilitation du pangolin. Ça, je pense, c'est un élément important. Alors, le scénario du SARS-CoV-3 que moi, je ne connaissais pas. Donc, ça, je pense que c'est aussi un élément. Je ne sais pas si on va bien dormir ce soir. Et la nécessité de poursuivre la recherche, comme tu l'as bien dit, parce que c'est vraiment une maladie qui est certes maladie virale, mais qui est aussi une maladie inflammatoire, immunométabolique, de l'hémostase. C'est vraiment typiquement les maladies infectieuses et inflammatoires, on va dire maintenant presque paradigmiques, on va dire. Et peut-être aussi l'idée qu'il ne faut peut-être pas qu'on lève trop vite le pied sur les mesures barrières, comme on a l'air de vouloir le faire. Alors, au niveau des questions, il y en a deux. Il y a quelqu'un qui a levé la main aussi. Donc, bonjour. Y a-t-il possibilité de recombinaison entre SARS-CoV-2 et les coronavirus endémiques hivernaux? Alors oui, c'est une hypothèse qui est envisagée, mais qui ne nous fait pas trop peur, étant donné que les coronavirus endémiques hivernaux sont peu pathogènes, déjà très enfin, très contagieux, très faciles à transmettre. Donc, qu'est-ce que ça apporterait de plus
au SARS-CoV-2 d'aller recombiner avec un autre coronavirus endémique, voilà, nous, ça ne nous inquiète pas trop. Ça rassurera Emmanuel, mais voilà, nous, ça nous inquiète pas trop. Bon, voilà. Alors, si les panélistes veulent poser une question, on va essayer d'être assez efficace. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Il y a Jean-Guillaume qui pose la question du mode d'action des JAK inhibiteurs sur l'inhibition de la pénétration via ACE2. Alors, effectivement, ça, c'est des choses qui commencent à être décrites. Alors, je suis vraiment désolée, mais alors, c'est vraiment pas ma spécialité, moi, la voie des JAK inhibiteurs. Donc, n'hésitez pas à faire de la biblio là-dessus, parce qu'il y a des choses qui commencent à sortir. Et donc, voilà. Alors, si vous avez besoin qu'on en discute, moi, je suis à votre disposition. Vous trouverez facilement mon adresse mail ou voilà, où David pourra vous transmettre. Mais voilà, je vous conseille plutôt d'aller faire vous-même la biblio. Et puis, si vous voulez qu'on en discute, je suis à votre disposition. Mais oui, il y a des interactions entre le SARS-2 et la voie des JAK inhibiteurs. À vous d'aller regarder parce que voilà, c'est pas ma spécialité. Je pense que c'est intéressant sur le topo, sur l'impact des traitements immunosuppresseurs, de voir que certains traitements n'ont pas du tout d'impact, voire sont protecteurs, et d'autres sont très délétères, ce qui nous apprend probablement des choses sur la physiopathologie de l'infection. On en profite pour répondre à Annie sur la vaccination. Vas-y, vas-y. En fait, la vaccination est très importante parce que c'est elle qui va permettre. Je parle de la vaccination à très grande échelle, hein, je ne parle pas que de la France ni que de l'Europe. Hein. C'est elle qui va permettre d'arrêter, enfin, de freiner au maximum la circulation du SARS-2 dans la population humaine, et donc il y aura de moins en moins, plus il y aura de personnes vaccinées, et moins il y aura de possibilités que le SARS-2 rencontre d'autres virus. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir une couverture vaccinale maximum sur la population humaine pour éviter justement, par exemple, une recombinaison entre le SARS-2 et le MERS qui circule chez les humains et qui s'adapte chez les humains dans la péninsule arabique. Donc, l'objectif de la vaccination, enfin, le fait d'avoir une couverture vaccinale maximale sur l'ensemble de la population humaine, ça permet effectivement d'empêcher les recombinaisons et donc l'émergence de nouveaux SARS-CoV-2 ou autres, etc. Donc, c'est vraiment une question de politique au sens très, très large. C'est qu'il faut absolument que l'ensemble des humains aient accès à la vaccination pour justement éviter des recombinaisons et l'apparition de nouveaux virus qui pourraient être potentiellement plus dangereux. Super, merci beaucoup Anne, c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci de ta clarté et de tes réponses.